lequel programme est obligatoirement, enfin selon nos critères actuels, est soutenu par une intention, un programme, une intelligence et quelque chose qui semble nous tourner vers ce qu'il y a d'essentiel dans l'activité humaine, qui est l'intention de faire quelque chose, qui est bâtie elle-même sur une éthique, sur une morale, sur des règles, une déontologie qui fixe les règles de comportement. Donc tout ce phénomène paraît se développer à partir d'un système cohérent de connaissance et d'intention de quelque chose, d'un projet évidemment dont nous ignorons les tenants et aboutissants actuellement, mais qui manifestement se déroule sous nos yeux, pour tenter qu'on veuille bien ouvrir les yeux, les neurones et les oreilles et voir ce qui se passe autour de nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Alain Boudier, je rappelle que vous êtes le président de la commission spéciale de la 3AF, que vous êtes très silencieux et on est déjà allé très très loin là, c'est allé rapidement. On est déjà à des hypothèses de travail assez folles, hein, si je peux me permettre, avec le temps qui nous est imparti. On a déjà avancé. Est-ce que ce dont nous venons de parler, cela fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez au sein de la 3AF ? Tout à fait. Tout à fait. Simplement, pour l'instant, nous sommes volontairement silencieux, puisque notre objectif, c'est de travailler, disons, à 1000 mètres de profondeur, pardonnez-moi l'expression. La présentation de notre commission a eu lieu le 1er octobre et depuis le 1er octobre, nous travaillons en toute discrétion, en toute sérénité. Et l'objectif de notre commission, c'est surtout de ne pas subir, comment dirais-je, le diktat émotionnel classique des grandes chaînes télévisées et les petites chaînes télévisées. Et donc, de ce côté-là, je peux vous garantir que jusqu'au mois de mars 2010 ou avril 2010, nous nous sommes donné un délai de 15 mois pour réfléchir d'une manière approfondie, scientifique, rigoureuse, imparable, incontestable. Et à partir donc du mois de mars ou avril 2010, nous serons arrivés à un point de connaissance, disons, quasi certaine des observations, enfin disons, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour reprendre le terme neutre et qui veut tout dire et rien dire à la fois. Et à partir de ce moment-là, vous serez d'ailleurs aux premières loges puisque nous vous inviterons à la conférence de presse. Croyez-moi que je pense que les choses vont évoluer d'une manière significative. Alors, juste pour comprendre vos recherches, on parlait tout à l'heure de techniques d'évitement par rapport à des avions, avions de chasse ou autres. Est-ce que au sein de la 3AF, vous travaillez peut-être à mettre à plat des techniques utilisées par ces phénomènes aériens non identifiés? Est-ce que vous essayez de comprendre la logique de ces objets comme si vous étiez en face d'un adversaire? Vous êtes tous d'anciens professionnels, chacun dans votre corps de métier. Est-ce que vous essayez de mettre à plat une logique, une attitude et un état d'esprit de ces phénomènes? Alexandre, je vous dirais simplement qu'au sein de notre commission, je n'ai pas indiqué tous les membres de la commission, nous avons un général de l'armée de l'air. J'en dis pas plus. Jean-Gabriel ? On va préciser que les performances par rapport aux celles des avions de chasse sont déjà précisées dans le document du 23 septembre 1947, signé par le général Twining, et qui a été publié, il a été publié en annexe du rapport Condon en 1969. Il était à la disposition du monde entier, enfin tous ceux qui savaient lire l'anglais. Donc ce détail particulier n'est pas un détail nouveau. Il a déjà été mis en évidence en 1947. Je comprends bien, tout à fait. Non, quant aux performances par rapport aux avions de chasse, ce n'est pas de ça dont je parlais. Je parlais surtout d'essayer de sortir de l'attitude face à ces avions de chasse, une certaine logique et une cohérence dans l'action de ces phénomènes. Bien évidemment, mais elle a déjà été évoquée par mon voisin de droite. Parler du travail. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui sont connus, mais nous espérons avoir accès à d'autres informations, peut-être un peu moins connues. Faudra-t-il se diriger vers les États-Unis pour cela, avec l'ouverture en tout cas la possibilité d'étudier les dossiers plus précisément? Oui, quand je disais tout à l'heure que ces engins, ou cette technologie des engins inconnus, non identifiés, semble développer des performances s'appuyant sur une technologie qui dépasse la nôtre actuellement,
Je n'avais pas en tête seulement que des manifestations qui permettent de mettre en parallèle les performances de nos meilleurs engins, donc par exemple la chasse, mais aussi, j'allais dire, non pas des dégâts collatéraux, mais des épiphénomènes, donc des phénomènes collatéraux, semblant accompagner ces engins en question. Par exemple, on a constaté de nombreuses fois les phénomènes annexes, pas pour tous évidemment, d'extinction par exemple ou de mise en panne d'installations électriques sans qu'il y ait de notre part, non pas de l'agressivité, mais même de la curiosité manifestée vis-à-vis du phénomène. Ce sont apparemment des vrais épiphénomènes, dans le sens où il y a une apparente déconnexion entre notre intention vis-à-vis de ce phénomène et l'intention que pourra manifester aussi. Et à ce moment-là, cela soulève des questions énormes du point de vue dans l'état de la science actuelle, puisque cela semble correspondre à des énergies, des montants, je cherche le terme français, des quantités d'énergie que nous sommes incapables de réaliser actuellement dans un espace donné, dans un temps donné, etc. Et on semble aussi assister à des manifestations de phénomènes dans des champs autres que nous appréhendons autrement, non seulement le domaine électromagnétique, mais également dans certains types de radioactivité et dans certains autres domaines qui sont un peu en bordure de l'appréhension habituelle, qui sont le domaine, par exemple, psychologique, puisqu'on constate dans certains cas des comportements des observateurs qui semblent être manipulés par les engins en question. Alors il y a quelques instants, Alexandre nous a fait un clin d'œil, il a essayé de nous jeter la balle en direction d'Obama aux États-Unis, Obama qui actuellement vient de signer un certain nombre de décisions qui portent sur le FOI. Alors il faut peut-être expliquer un petit peu plus clairement de quoi il s'agit. Le FOIA, Freedom of Information Act, est une série de mesures qui ont été lancées dans les années 70, je pense par le président Gerald Ford, voilà, et qui consiste à donner accès au public à l'ensemble des documents administratifs que les administrations américaines formulent. Alors ces mesures, cet ensemble de mesures sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent au public américain et autres, puisqu'on a ici une personne, c'est le commandant Jean-Gabriel Grillet qui a employé cette mesure, permet donc au public et à tout un tas d'autres personnes d'accéder à des papiers qui ont été à un moment donné classifiés parce que justement il touchait à des questions extrêmement importantes. Jean-Gabriel, tu veux nous parler un petit peu de... Oui, une petite anecdote justement sur ces documents, les premiers documents que nous avons récupérés en France. Un de nos amis a demandé aux archives américaines un document, une page dactylographiée qu'il avait, mais qui était en mauvais état. Il a demandé s'il pouvait avoir une page de meilleure qualité. On lui a répondu par lettre, et j'ai toujours la lettre, « Monsieur, ce document que vous demandez fait partie d'un ensemble de 1400 pages, toutes traitant du même sujet, que nous tenons à votre disposition pour 10 cents la page, les 100 premières étant gratuites. » On a fait un calcul très rapide, le dollar était à 5 francs, croyez-moi, on n'a pas hésité longtemps. Et donc, on a reçu, correctement relié, etc., tenez-vous bien, 1400 pages dactylographiées qui représentaient à l'époque, je dirais pas le 10e, mais pas beaucoup plus que le 10e des informations disponibles. Autrement dit, on pourrait peut-être dire que les documents qui étaient interdits dans le temps, puisque c'est le titre d'un de tes bouquins, actuellement sont devenus des documents autorisés. Absolument, mais il reste, et j'ai utilisé quand même documents interdits, parce qu'il reste aussi tous les autres documents qui restent interdits. Les autorités militaires américaines se sont quand même arrangées pour qu'il y ait très peu de documents top secrets qui aient été déclassifiés, par exemple. Dans mon livre, justement, Documents interdits, il y a un de ces très rares documents qui était initialement classé top secret et qui concerne la vague d'observation au-dessus de la Scandinavie, dès 1946. Oui. Mais c'est le seul. Le document de Twining, qui est très important, était quand même seulement classifié secret. Voilà. Alors, les ufologues peuvent se poser quand même un certain nombre de questions, parce qu'on aboutit à certaines périodes... Ça dépend desquelles.
On aboutit à certains moments à la possibilité d'accéder à des moments classifiés. Puis après, on s'aperçoit quand, par exemple, c'est l'un des messieurs Bush, enfin le dernier d'ailleurs, qui opère en tant que président, qu'il essaye de limiter justement la divulgation sur le sujet